l'Institut national de recherche halieutique, l'INRAH, ici au Maroc. Et c'est ça, donc vous pouvez me trouver sur LinkedIn pour d'autres informations. Donc, le sujet de notre intervention aujourd'hui, c'est les changements climatiques, les causes, les conséquences, ainsi que l'adaptation en zone côtière. Vous savez, le changement climatique, c'est un sujet très, très, très large et très intéressant. Chacun peut l'aborder de sa propre vision. Mais aujourd'hui, c'est un marin qui vous parle, donc j'ai choisi de mettre la lumière sur l'océan. On pourrait parler notamment des sécheresses, des précipitations, beaucoup d'autres choses. Mais vraiment, ce ne sont pas de ma tasse de thé. Et, bon, on a qu'une heure et demie, donc on va la consacrer à l'océan. Et comme mes collègues l'ont déjà indiqué, Simon dit, ne sont pas destinés uniquement à des spécialistes. Ils s'adressent principalement aux jeunes avec ou bien sans prérequis scientifiques en océanographie. Et je suis sûr que vous êtes des experts dans vos domaines respectifs, mais aujourd'hui, je vais simplement partager avec vous ma compréhension du sujet, avec l'objectif d'apprendre ensemble. D'accord? Donc, c'est pour cela que j'ai choisi d'aborder des bases essentielles pour bien comprendre les enjeux. Et d'ailleurs, c'est exactement l'objectif de l'Ocean Literacy, c'est de permettre à chacun de comprendre le rôle vital que joue l'océan pour l'humanité, dans le système climatique, et en retour de comprendre et ainsi de prendre en conscience, en considération également l'impact que nous avons sur l'océan. D'accord? Donc, avant de présenter mon plan de présentation, je vais d'abord vous replacer dans la vision globale de la cohorte et rappeler également son contenu. Donc, dans le premier module, vous avez déjà découvert l'océan et ses caractéristiques, ainsi que le concept de l'ocean literacy. Ensuite, dans le deuxième module, vous avez exploré les écosystèmes marins et leurs spécifications, et notamment avec la qualité des interventions auxquelles j'ai assisté également. J'imagine que vous êtes désormais capable de comprendre des aspects plus avancés liés à l'océan. Donc, on est en train d'avancer progressivement. Il est essentiel notamment d'assister à tous les modules parce que c'est une logique d'apprentissage qui est interconnectée. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la barre. Donc, nous allons naviguer ensemble dans la mer des changements climatiques, cap sur l'océan. Nous allons essayer de découvrir ensemble et on va essayer également d'assimiler l'importance de l'océan planétaire dans le système climatique et nous allons également découvrir sa fragilité face au changement climatique. D'accord? Donc, pour traiter ce sujet-là, je recommande le plan suivant. Nous allons commencer dans un premier temps par une petite introduction à la diplomatie environnementale. Nous reviendrons ensemble sur les grands événements qui ont marqué l'histoire des négociations et des événements du climat sur l'échelle. Ensuite, nous allons essayer également de comprendre le changement climatique à travers le mécanisme de l'effet de serre ainsi que les gaz à effet de serre. Et dans la troisième partie, nous allons établir le lien qui existe entre l'atmosphère et l'océan. Mon objectif dans cette présentation, c'est que vous compreniez que ces deux systèmes sont indissociables. Et c'est pour cela qu'on parle d'un système océan-atmosphère, c'est-à-dire que ces deux systèmes, l'océan et l'atmosphère, ils interagissent en permanence entre eux. Ils s'influencent également de manière mutuelle. Donc, on ne peut pas parler du climat sans parler de l'océan. Et de la même manière, on ne peut pas parler de l'océan sans parler du climat. Ça, c'est évident. Et bon, pour la quatrième partie ou bien le quatrième chapitre, nous allons découvrir ainsi les impacts des changements climatiques sur l'océan. C'est ça l'objectif. Et vers la fin, on va découvrir ou bien on va évoquer des solutions qui visent à atténuer et également à s'adapter aux effets des changements climatiques. Bon, on commence avec le premier chapitre. Et avant de commencer ce chapitre-là, j'aimerais faire un petit rappel parce que l'essentiel, c'est de replacer la question climatique dans son contexte diplomatique et mondial. Parce qu'aujourd'hui, si vous posez la question à quelqu'un, vous lui dites dans quel événement international on entend le plus parler du climat et ses enjeux, la réponse sera bien sûr les COP, les conférences des partis, qui sont très très connues. Et on parle également de la COP 31 qui se tiendra prochainement à Antalya en Turquie cette année-là 2026, ou encore de la COP 30 qui s'est tenue en 2025, l'année dernière au Brésil. Mais pour bien comprendre ce que sont les COP et plus largement la diplomatie climatique actuelle, il faut remonter un peu dans le temps, dans l'histoire, environ une cinquantaine d'années et quelques en arrière, pour poser les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie environnementale
à l'échelle internationale. On commence tout d'abord avec le moment fondateur de l'histoire de l'environnement à l'échelle mondiale, c'est la conférence de Stockholm, qui s'est tenue en Suède en 1972. En fait, c'est le premier sommet de la Terre. C'est un moment très, très important parce que c'est la première fois dans l'histoire que l'environnement est reconnu comme étant une question politique internationale majeure. Mais si vous voulez, en réalité, l'histoire commence quelques années avant Stockholm, avec l'initiative portée par la Suède elle-même. C'était 4 ans avant la conférence. C'était en 1978, dans un contexte, comme vous le savez, marqué par la guerre froide, pardon. La Suède adresse une lettre officielle aux Nations Unies dans laquelle il explique que les changements apportés par l'homme posent désormais de graves problèmes, aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement. Le message de la Suède, c'était très clair, c'est que ces problèmes sont très urgents, mais le problème, c'est que ils n'ont pas encore reçu l'attention qu'ils méritent. Et pire encore, ce sont des problèmes qui dépassent les frontières nationales. Et comme solution, c'est la coopération internationale qui est désormais la seule voie qui peut fixer ce problème. Et donc, dans cette lettre également, c'est le gouvernement suédois qui propose d'organiser une conférence internationale pour réfléchir ensemble et ainsi que d'essayer de trouver des solutions aux questions environnementales. Et bien entendu, cette initiative va aboutir quelques années plus tard à la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. C'est la conférence de Stockholm de 1972. Et bon, en plus d'être le moment fondateur de la diplomatie environnementale, il faut retenir que cette conférence a donné des résultats majeurs, ce qui sont trois résultats majeurs qui vont structurer par la suite toute l'action environnementale à l'échelle internationale, bien sûr jusqu'à aujourd'hui. Le premier, c'est la déclaration de Stockholm. C'est le premier résultat, c'est la fameuse déclaration. Vous pouvez normalement trouver son texte en ligne dans le site des Nations Unies, mais je ne vais pas la détailler ici. L'essentiel, c'est que cette déclaration comporte 26 principes. Et il commence par une phrase que j'aime beaucoup, il dit que l'homme, il est à la fois créature et créateur de son environnement. C'est-à-dire que l'homme, il dépend étroitement de la nature pour vivre, mais le problème, c'est qu'en même temps, on la transforme en permanence à travers les changements climatiques. Donc, cette déclaration, comme j'ai dit, elle comporte 26 principes. Donc, l'idée générale, c'est que cette déclaration pose les droits et les responsabilités des États en matière de protection de l'environnement, notamment en faveur des générations futures. Et on a par exemple le principe 21 qui stipule que, par exemple, les États ils ont bien sûr le droit d'exploiter leurs ressources naturelles, mais en même temps, ils ont la responsabilité de ne pas porter atteinte aux autres pays. Ils n'ont pas le droit de dommager les autres. Et en réalité, ce principe-là, c'est valable pour beaucoup d'autres choses. C'est notamment la liberté qui s'arrête là où on commence à nuire aux autres. C'est une règle très simple. Bon, en plus de cette déclaration-là, on a un plan d'action en faveur de l'environnement. C'est le deuxième résultat de cette conférence. Et à l'inverse de la déclaration qui pose des principes, le plan d'action qu'on a, lui, il est beaucoup plus concret, c'est-à-dire qu'il donne des recommandations qui sont au nombre de 109, qui peuvent être organisées en trois catégories. On a la première catégorie, c'est l'évaluation de l'environnement, c'est-à-dire que on doit tout d'abord essayer de comprendre et d'analyser l'état de l'environnement. C'est notamment la recherche scientifique et l'échange d'informations entre les pays et les États. Donc, on cherche d'abord à savoir ce qui se passe, où et pourquoi. Et après ça vient la deuxième catégorie, c'est la gestion de l'environnement. C'est-à-dire, une fois que l'on dispose des données ou bien des connaissances qui sont très fiables pour décrire l'état de l'environnement, c'est le temps pour agir. Donc, ça se passe par la fixation des objectifs, la planification des politiques environnementales. Et c'est ça, normalement, que l'environnement devient vraiment et de manière explicite un objet de décision politique. Et vers la fin, on a la troisième catégorie, c'est les mesures de soutien. Comme j'ai mentionné avec les flèches, c'est la catégorie qui permet à l'évaluation et à la gestion de fonctionner. C'est notamment à travers la formation des gens et le financement,
ainsi que par la coopération technique. C'est-à-dire que sans les moyens humains et sans les moyens financiers notamment, sans les moyens institutionnels, ni l'évaluation ni la gestion ne seraient possibles. Donc, j'espère que c'est clair. Et enfin, on a le troisième résultat majeur, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement. On va le voir dans ce slide suivant. Donc, il faut savoir et retenir que on doit beaucoup à la conférence de Stockholm parce que, et notamment à l'initiative de la Suède avant ça, parce que en réalité, c'est cette conférence-là qui a permis de faire émerger une prise de conscience de la question environnementale à l'échelle des Nations Unies. Et sans elle, le programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est le PNUE, n'existerait pas, et notamment de nombreux traités, des lois, des textes, et notamment des événements internationaux élaborés par la suite, et ils n'auraient jamais vu le jour. Et bon, pour notre aimable programme, comme j'ai dit, c'est l'un des fruits de cette conférence. Mais le problème, c'est que ce programme-là, même s'il est la plus haute autorité des Nations Unies en matière de l'environnement, en tant qu'au programme, il n'a pas le statut de l'organisation. C'est-à-dire que, il possède moins d'autorité sur les États membres et cela notamment va dans certaines mesures limiter ses pouvoirs. Et c'est pour cela notamment que certains pays plaident pour la création d'une organisation des Nations Unies pour l'environnement, pour gérer cette question environnementale avec plus d'autorité. D'accord? Et si vous voulez, le travail de ce programme focalise notamment sur l'évaluation des conditions environnementales. Il permet également de coordonner les activités des Nations Unies sur les questions d'environnement. Et il permet également d'assister les pays qui sont en train de mettre en œuvre leur politique environnementale. Et parmi les choses qui sont uniques pour ce programme, c'est que c'est la première fois une organisation des Nations Unies va être basée dans un pays en développement. Il s'agit de son siège qui se trouve à Nairobi, au Kenya. Mais avant que le Kenya ne réussisse finalement à accueillir le siège de programme, le choix de siège, normalement, il a fait un débat très important. Au début, c'était New York, en raison de sa proximité avec le siège principal des Nations Unies. Et bien évidemment, il y avait Genève qui a été proposée également parce que c'était un point majeur dans la diplomatie internationale. Et par la suite, c'était l'Inde qui a également présenté sa candidature pour accueillir ce siège. Elle a défendu l'idée que ce nouveau programme, normalement, doit être basé dans un pays en développement. Mais comme vous voyez, c'est finalement le Kenya qui s'est imposé pour l'accueillir. Et vraiment, sa décision n'est pas quelque chose de simple parce que une décision, comment dirais-je, une décision symbolique et historique parce que ça va réellement donner cette portée mondiale à la gouvernance environnementale. En bref, même les activités peuvent être classées en sept domaines stratégiques. Et parmi ces domaines-là, on trouve le changement climatique comme thématique majeure. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Mais en fait, la finalité des travaux du programme, ils ont tous un point commun, c'est de mettre l'accent sur le développement durable tel qu'il a été défini par le rapport de Brundtland de 1987. Avant de passer aux autres sommets, normalement, il ne faut pas oublier ce tournant majeur dans l'histoire de l'environnement. C'est le rapport Notre avenir à tous, qui est le plus connu par le rapport de Brundtland. C'est un rapport publié en 1987. Il est issu des travaux de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement et mis en place par les Nations Unies dans les années 80. C'était en 1983, si je me rappelle bien. Et bien sûr, ce rapport-là, c'est une véritable clé de voûte parce que et il est considéré comme l'acte de naissance du concept du développement durable, comme on le comprend aujourd'hui. Et bien sûr, le rapport de Brundtland, il porte ce nom-là parce que c'était le nom de Madame Harlem Brundtland. C'est Harlem et pas Ahlem. Harlem Brundtland. Donc, elle était présidente de la dite commission et qui était à l'époque une figure politique majeure en Norvège, notamment ministre de l'Environnement, puis Premier ministre. C'est dans ce rapport-là qu'apparaît pour la première fois
la définition officielle du développement durable, qui est devenue par la suite une référence mondiale. Ainsi, on peut définir le développement durable d'après ce rapport-là. C'est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Cette définition-là, c'est qu'on voulait, il cherche un équilibre entre les besoins actuels de l'humanité ainsi que de mettre l'accent sur la responsabilité envers les générations futures. Et ce principe-là, il est ensuite diffusé et renforcé lors du sommet de la Terre de Rio, qu'on va voir par la suite. Et à cet effet-là, on peut dire que le développement durable, c'est une véritable volonté de mettre en place un modèle de développement qui va intégrer de manière simultanée l'économie et le progrès social ainsi que la protection de l'environnement. C'est-à-dire, c'est une approche qui repose sur l'idée que la qualité de l'environnement ainsi que la qualité de vie, c'est-à-dire le bien-être économique ainsi que la qualité des conditions sociales sont étroitement liées, elles ne peuvent pas être envisagées de manière séparée. C'est-à-dire, ce sont les trois piliers de développement durable. J'espère que c'était clair jusqu'à présent. Vous m'entendez toujours, Ornella, c'est ça? Ornella? Oui, oui, on entend très bien. D'accord, d'accord, merci. Nous sommes là. D'accord. Donc, et toujours dans cette logique des grands piliers de l'histoire de l'environnement, on ne peut pas passer à côté du GIEC. Je pense que vous avez notamment déjà entendu parler des rapports du GIEC, souvent dans les médias ou bien dans les débats politiques ou même dans la vie quotidienne en tant qu'étudiant ou bien que chercheur. En fait, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est l'organe international chargé de l'analyse scientifique des changements climatiques. Comme vous voyez ici, il a été créé en 1988 par deux institutions des Nations Unies. On a premièrement l'Organisation météorologique mondiale, c'est l'OMM, ainsi que le Programme des Nations Unies pour l'environnement qu'on vient de voir. L'objectif principal du GIEC, c'est de fournir aux décideurs politiques des évaluations scientifiques de manière régulière qui concernent les changements climatiques ainsi que les impacts et les risques futurs de ces changements-là, ainsi que des stratégies d'atténuation et d'adaptation. Je mets bien le point sur ces deux termes-là, l'adaptation et l'atténuation. Je vais les expliquer par la suite parce que c'est pas la même chose. Donc, et en plus, il faut souligner que le GIEC, il ne mène pas ses propres recherches. Donc, ne dites pas que le GIEC, c'est un laboratoire ou bien un organisme de recherche. C'est un organe scientifique, mais sa mission principale, c'est d'examiner et d'évaluer les données scientifiques qui sont publiées à travers le monde, notamment des données scientifiques récentes. Et l'objectif, c'est de mieux comprendre les mécanismes et les conséquences des changements climatiques. Et comme vous voyez dans la figure à côté, le GIEC il est structuré en trois groupes de travail avec une équipe spécifique. Le premier groupe, il s'occupe, lui, de l'évaluation des aspects scientifiques du système climatique et de l'évolution du climat. Sa mission, c'est de étudier les principes physiques du changement climatique. On a aussi le deuxième groupe qui s'occupe de l'étude des impacts et de la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique. Tandis que le troisième groupe, quant à lui, il est chargé de l'étude des moyens d'atténuation. C'est mitigation en anglais. C'est-à-dire le deuxième groupe, c'est pour l'adaptation. Le troisième, c'est l'atténuation. Et là, je mets le point sur ces deux termes-là, l'adaptation et l'atténuation, parce que c'est pas la même chose. Pour la lutte contre le changement climatique, on a besoin des deux. Donc, on fait l'atténuation et l'adaptation en même temps, mais c'est pas la même chose parce que l'atténuation, c'est la réduction directe des sources de gaz à effet de serre ou bien le renforcement des puits de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on lutte contre le changement climatique à travers la réduction des émissions. Je pense que c'est clair. Mais pour l'adaptation, si vous voulez, c'est l'ajustement des systèmes naturels et des systèmes humains en réponse des changements climatiques dans le but de réduire les impacts négatifs. Parce que il faut être pragmatique en fait, parce que le changement climatique, il est déjà là, mais pourquoi pas le bénéficier de ses effets bénéfiques et de ses avantages? Pourquoi pas? Et ça peut paraître un peu surprenant, voire bizarre, parce que
Oui, le changement climatique, dans certaines mesures, il peut avoir quelques effets positifs. Bien sûr, je ne vous dis pas d'aller brûler les forêts, mais ces effets-là restent très, très négligeables par rapport aux conséquences néfastes. Mais voilà, il existe, on ne peut rien faire, il faut les exploiter, pourquoi pas. Donc, autrement dit, ces deux termes-là sont différents. On fait de notre mieux pour réduire le réchauffement, et c'est ça l'atténuation. Mais en même temps, il faut s'adapter pour faire face au changement climatique qui est déjà là, pour survivre si vous voulez. Donc, j'espère que ces deux termes-là sont clairs pour vous. Donc, ne faites pas la confusion entre ces deux termes. C'est pas la même chose. Et toujours dans le cadre du GIEC, j'ai oublié de dire qu'il existe également une équipe spécifique. Elle est chargée de National Greenhouse Gas Inventory. C'est l'équipe chargée de les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Et finalement, il ne faut pas oublier également que le GIEC a reçu en 2007 le prix Nobel, conjointement avec le vice-président des États-Unis, Al Gore. Euh, Cela reflète également son rôle essentiel dans la diffusion des connaissances sur le changement climatique. Donc, jusqu'à présent, on a vu la conférence de Stockholm, le programme de l'environnement, le rapport de Brundtland et les GIEC. Et c'est le temps de passer au COP, que vous connaissez tous, je pense. Donc, les COP, il s'agit d'un événement majeur lorsqu'on parle des changements climatiques. C'est une rencontre internationale de grande importance qui met le point sur les enjeux climatiques. Et d'ailleurs, ces COP-là trouvent leurs origines dans la conférence des Nations Unies sur le développement et l'environnement. Et elle est connue sur la conférence de Rio, ou bien le sommet de la Terre de Rio en 1992. Elle s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992 au Brésil. Et si votre mémoire est un peu plus solide que la mienne, vous vous rappellerez que cette conférence-là, elle a eu lieu à l'occasion du 20e anniversaire de la première en 1972. Alors, c'est après 20 ans, la conférence de Rio vient réunir les dirigeants politiques, les scientifiques, les journalistes, les diplomates, les ONG. Et ils sont venus de nombreux pays à travers le monde, mais la finalité, c'est la même. Ils cherchent à concilier les activités humaines et la protection de l'environnement. C'est exactement ce qu'on a dit pour le développement durable avec ces trois piliers. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir pour cet événement-là, c'est qu'il a donné lieu à trois choses, trois résultats. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas trois. Trois conventions, bien sûr, mais avec une déclaration, une action, donc on peut dire cinq fruits. Donc, le premier, c'est la déclaration de Rio. Donc, on a la déclaration et l'action. Donc, la conférence était si vous voulez, c'est une déclaration politique qui a précisé, qui a clarifié des principes généraux pour la continuité de ceux qui ont été établis lors de la conférence de Stockholm. Parce que également, on a dit pour Stockholm, il y avait une déclaration, mais la différence, c'est que celle de Stockholm, il comportait 26 principes, comme j'ai déjà évoqué, mais pour la déclaration de Rio, on parle de 27 principes universels en matière d'environnement. Et par la suite, on a l'action 21, ou bien l'agenda 21. Il s'agit d'un plan d'action qui a été structuré en 40 chapitres. Donc, ils essayaient d'identifier les secteurs dans lesquels le développement durable peut être mis en œuvre, notamment à l'échelle locale, c'est-à-dire dans les collectivités territoriales. Et à ce titre-là, l'action 21 donne des recommandations, notamment dans des secteurs comme la santé, comme la pauvreté, comme la pollution, entre autres, bien sûr. Et en plus de ces éléments-là, en plus de la déclaration et l'action, il faut retenir que la conférence de Rio, il a donné l'adoption de trois conventions sœurs qui sont très, très importantes. Ce sont les trois conventions de Rio. La première, vous la connaissez tous, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est la CNUC. Elle est très connue. Elle est entrée en vigueur 2 ans après la conférence, ou bien 2 ans après le sommet. C'était en 1994. Et cette convention-là,
mais elle a connu une addition de presque la quasi-totalité des pays à travers le monde. Et c'est pour cela que vous entendez le terme les parties, parce que les États signataires sont appelés des parties à la Convention. On les appelle des parties. Et de cela vient le nom de l'événement, les COP, qui signifie la conférence des parties. Et notamment, c'est le plus haut organe de la décision de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC. Et toujours tout à l'heure, le GIEC, il a publié, c'était le premier rapport du GIEC en 1900, oui, 90. C'était 2 ans avant l'événement. Donc, il a publié son premier rapport. Et dans ce rapport-là, il a confirmé les bases scientifiques, il a confirmé qu'il existe un changement climatique. Donc, il a donné vraiment des éléments qui sont essentiels. Et les Nations Unies se sont appuyées sur les éléments du premier rapport du GIEC pour adopter cette convention, la CNUC. Donc, il a reconnu l'existence d'un changement climatique d'origine humaine. Et c'est là, contrairement à ce que peuvent dire les climato-sceptiques, donc, pardon pour les gens de la Terre plate, les platistes, et pour les climato-sceptiques, ce cours-là n'est pas pour vous, malheureusement. Donc, en plus de la convention ou bien la CNUC, la convention sur le climat, on a également deux autres conventions. Elles sont moins connues par rapport à celle du climat. On a la CDB, c'est la convention sur la diversité biologique. Elle est entrée en vigueur, oui, 1993. Donc, oui, j'ai dû normalement la mettre la première, mais c'est pas grave. Bon, la CDB, c'est un traité international qui pose trois objectifs. Sa finalité, c'est la diversité biologique. C'est pour cela qu'il cherche premièrement à conserver la diversité biologique. Ensuite, il cherche également à l'utiliser de manière durable. Et troisièmement, c'est l'objectif sur les ressources génétiques. Il cherche également à partager de manière juste les avantages qui peuvent être découlés de leurs utilisations. Et un point le plus important, c'est il ne faut pas penser que seule la conférence ou bien la convention sur le climat qui a six COP, parce que lorsqu'on entend les COP, on imagine que c'est sur le climat, mais c'est pas vrai parce que également la convention sur la diversité biologique, il dispose également de ces COP, mais c'est moins connu, je pense. Et à ce jour-là, les COP de l'ACDB comptent presque 16 réunions ordinaires, parce qu'au début, c'était une fois chaque an, une fois par année. Mais par la suite, ils ont changé un peu le règlement, et ils ont lieu tous les 2 ans. Et à cette occasion, en 2026, il y aura la 17e COP de l'ACDB. Ce sera à Yerevan en Arménie, tandis que la COP sur le climat, comme j'ai mentionné, c'est la COP 31. C'est beaucoup plus avancé et elle se tiendra en Turquie. Et pour terminer avec le sommet de Rio, on a la troisième convention. Elle est moins connue, je pense aussi. C'est la convention sur la lutte contre la désertification. À ce que je connais, c'est le seul accord international juridiquement contraignant qui traite les questions liées à la préservation des terres et à la lutte contre la désertification. Et cette convention également dispose de ces COP, comme celle de l'ACDB et de la CNUC. Et la dernière, c'était à Riyad, en Arabie Saoudite, en 2024. Et la prochaine, je pense que ce sera en Mongolie, fin de cette année-là, 2026. J'espère que c'était très clair pour le sommet de Rio. Et donc, après la CNUC et le sommet de Rio, on a également un événement très important. Notre histoire ne s'arrête jamais. Et il se poursuit avec l'un des accords les plus emblématiques en matière du climat, c'est le protocole de Kyoto. En bref, c'est un accord qui représente un prolongement direct de la dynamique lancée à Rio. Il est adopté en 1997 lors de la troisième COP au Japon, à Kyoto. Et c'est pour cela qu'il porte ce nom-là, bien sûr. Et ce protocole-là, il impose aux pays signataires des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Normalement, la première période, c'était entre 2008 et 2012. Et l'élément fondamental ici, c'est que les engagements des pays vis-à-vis de ce protocole-là, ou bien de cet accord,
c'est pas le même. Parce que ici, on applique l'un des principes déjà posés à Rio, c'est le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Notez ça, la responsabilité commune mais différenciée. Autrement dit, on ne peut pas demander par exemple à un pays qui a fortement pollué l'environnement ou bien l'atmosphère pendant des décennies et qui est devenu en puissance grâce à cette pollution, d'avoir exactement les mêmes obligations qu'un pays en développement. Ce serait ni juste ni logique. C'est pour cela que le protocole engage les pays industrialisés, ils étaient en nombre de 38. Il les engage à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5% par rapport au niveau de 1990. Et bien sûr, comme vous voyez dans le diapo, on parle de six gaz à effet de serre. Donc, on a déjà trois qui représentent la majorité des émissions. On parle du CO2, c'est le dioxyde de carbone, vous le connaissez tous. Le CH4, c'est le méthane. Et le N2O, c'est le protoxyde d'azote. Il y a également les plus dangereux, ce sont les, les gaz fluorés. On a le HFC, c'est les hydrofluocarbures. On a également le PFC, c'est les composés perfluorés. On a également le SF6, c'est l'hexafluorure de soufre. On va les voir par la suite. Et en revanche, les pays en développement pour cet accord-là, comme le Brésil et l'Inde par exemple, ou la Chine, ils sont partis au protocole, mais ils n'ont pas des objectifs de réduction contraignants. Et c'est précisément c'est-à-dire que ce principe-là de Rio, c'est la responsabilité commune mais différenciée. C'est cette raison-là qui nous a donné un retard dans l'adoption, ou bien l'entrée en vigueur du protocole. Je vais expliquer ça par la suite. Donc, pour que le protocole entre en vigueur, il fallut normalement la ratification de presque 55 pays membres. Et le plus important, c'est que ces pays-là doivent présenter 55% des émissions de CO2 de 1990. Le problème, c'est que il fallut attendre 8 ans jusqu'en 2005 pour que le protocole entre réellement en vigueur. C'était à cause des États-Unis parce qu'ils étaient les responsables de presque un tiers des émissions. Ils ont signé le protocole, mais ils l'ont jamais ratifié. Donc, il a fallu attendre la ratification de Russie en 2004. Et c'est ainsi que le protocole de Kyoto entre finalement en vigueur en 2005. Et bien, comme j'ai mentionné sur le slide, ce mécanisme-là, il prévoit trois mécanismes de flexibilité. Donc, vous allez les trouver quelque part lorsque vous lisez sur le CG, donc c'est bien de les expliquer. Le premier, c'est l'échange des émissions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du principe ou bien du système cap and trade en anglais. Et pour que vous ayez une idée, il fonctionne comme le système de quotas pour la pêche. C'est-à-dire que les parties peuvent acheter des droits ou bien des droits d'émission à louer. C'est-à-dire que lorsqu'un pays, par exemple, il fait beaucoup plus d'efforts que d'autres, donc il va émettre moins de gaz à effet de serre, donc il n'a pas encore atteint le plafond fixé par la Convention. Donc, ce reste-là qu'il lui reste, il peut le vendre à d'autres pays. Et à l'inverse, un pays qui a déjà dépassé ses objectifs, parce que, par exemple, les efforts nationaux ne suffisent pas pour faire ça, il peut acheter des droits supplémentaires pour produire davantage de gaz à effet de serre. C'est comme un système de quotas qu'on peut acheter. C'est pour cela qu'ils sont appelés des mécanismes de marché. Le deuxième mécanisme et le troisième, ce sont presque la même chose. Le deuxième, c'est le mécanisme de développement propre, le MDP. Et le dernier, c'est la mise en œuvre conjointe, le MOC. Le premier, c'est-à-dire que les pays ils peuvent obtenir des crédits carbone. Les crédits carbone, ce sont des droits de réduction d'une tonne de CO2. C'est-à-dire que les pays ils peuvent obtenir des crédits de financement des projets de réduction d'émissions dans notre pays. Le problème, c'est que, ou bien la différence, c'est que pour les MTP, il faut financer des projets dans des pays qui ont déjà un objectif Kyoto, c'est-à-dire les pays développés. Et pour le MOC, c'est le financement dans un pays en développement. Donc, si vous voulez, ces mécanismes-là de marché, ils permettent aux États d'équilibrer dans certaines mesures leurs émissions, soit en réduisant directement chez eux,
soit en investissant dans des projets de réduction ailleurs, soit dans un pays développé pour le MOC, soit pour un pays euh, en développement pour le MDP. Il faut rappeler qu'un crédit carbone correspond à la réduction d'une tonne de CO2. C'est comme un bon d'achat qu'on peut acheter. Donc, c'était ça normalement les mécanismes de flexibilité pour ce protocole. J'espère aussi que c'était un peu clair. La fin du deuxième millénaire, donc si vous voulez, l'année 2000, c'était pas une année comme les autres. Il marquait l'entrée dans le troisième millénaire et un moment historique et symbolique. Si vous voulez, c'est comme un anniversaire de l'humanité, si vous voulez. Et à cette occasion-là, l'Organisation des Nations Unies a saisi l'opportunité pour proposer une nouvelle vision. Et c'est ainsi qu'en septembre de l'année 2000, qu'elle a été organisée à New York, le sommet du millénaire. Donc, il a rassemblé des États à travers et c'est conclu par l'adoption de ce qu'on appelle les OMD. Je suis sûr que vous entendez les ODD. On parle aujourd'hui des ODD, des objectifs de développement durable, mais avant les ODD, on avait les OMD. Ils étaient structurés en 8 objectifs, comme vous voyez sur le slide. Donc, le premier, c'est Eradicate Extreme Poverty and Hunger. C'est un objectif qui vise à réduire l'extrême de pauvreté et de faim aussi. Le deuxième, c'est Achieve Universal Primary Education. C'est un objectif qui vise aussi à assurer l'éducation primaire à l'échelle universelle. Le troisième, c'est Promote Gender Equality and the Power of Women. C'est un objectif qui vise à promouvoir l'égalité des sexes ainsi que l'autonomisation de la femme. On a également le quatrième objectif, c'est Reduce Child Mortality. C'est un objectif qui vise à réduire la mortalité infantile chez les enfants. Et on a également le cinquième, c'est Improve Maternal Health. C'est un objectif qui a pour objectif, ou bien pour finalité, l'amélioration de la santé maternelle. Le sixième, c'est il combat les grandes pandémies comme le VIH, le sida, le syndrome d'immunodéficience déficience acquise, que Dieu vous protège. Le septième, c'est Ensure Environmental Sustainability, c'est l'objectif qui vise à assurer un environnement durable. Vous voyez, c'est le seul objectif qui parle de l'environnement ici. Et le dernier, c'est I Global Partnership, c'est l'objectif qui mise un partenariat mondial pour le développement. Et bien sûr, ces objectifs-là, ils avaient des résultats, mais ils avaient des avancées, mais malgré ça, malgré leur succès, ils avaient beaucoup de critiques. Donc, et parmi ces critiques-là, il y avait surtout le besoin de poursuite et de continuité pour post-2015. Et donc, c'est pour cela qu'en oui, en 2012, il y avait la conférence connue sous le nom de Rio plus 20. C'était à l'anniversaire, 20e anniversaire de la conférence de Rio qu'on a vu. Et, euh, et bien sûr, durant cet événement-là, les États membres, ils ont décidé de lancer un processus pour élaborer un nouvel ensemble d'objectifs en s'appuyant sur les OMD pour converger surtout pour un nouveau programme de développement. Et puis en 2013, et toujours à New York, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc il a organisé un événement pour le suivi des OMD et toujours les États ont réaffirmé toujours leur engagement pour créer des objectifs pour l'après 2015. Et c'est comme ça qu'on s'est passé des, des OMD aux ODD, c'est-à-dire de 2000 à 2015 à l'agenda 2030. Ici, donc, on parle des ODD. Donc, je pense que vous avez déjà vu ça dans la description de la cohorte. Ils étaient adoptés en 2015 à New York. C'était l'agenda 2030. Donc, comme cela avait été promis 2 ans auparavant, comme j'ai dit en 2013. Et cet agenda ainsi marque la continuité des OMD. Il fixe notamment cette fois 17 objectifs de développement durable de l'acronyme ODD, Objectifs de développement durable, ainsi que 169 cibles, ainsi que vraiment c'était très intéressant.
parce que ici, on parle beaucoup plus de gouvernance et de relations et d'interconnectivité entre les différents objectifs. C'était à l'inverse des OMD. Et ils ont également relevé les différentes critiques qui ont fait l'objet des OMD. Par exemple, vous pouvez remarquer que pour les ODD, pour la question environnementale, pour les OMD, comme on a dit, c'était juste le septième objectif sur l'environnement, alors que pour les ODD, on a plusieurs objectifs en relation avec l'environnement. Par exemple, l'ODD numéro 13 sur le changement climatique. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'océan, parce qu'on a l'ODD numéro 14 sur la vie aquatique. Et en plus de ça, on a également toute une décennie pour l'océan. C'est la décennie 2021-2030. Je suis sûr que vous avez lu ça dans la description de la cohorte. Et c'est pour cela notamment qu'on est là, discuter entre nous pour comprendre le rôle de l'océan. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une véritable prise en compte de l'océan et du changement climatique dans l'action mondiale, parce qu'avant, c'était plus médical et c'était parmi les critiques adressées aux OMD, c'est l'approche médicale, parce qu'on a cité trois OMD liés à la santé, c'était la mortalité infantile et la santé maternelle, ainsi que la lutte contre le sida, alors que pour les ODD, tous ces objectifs-là ont été regroupés dans le troisième ODD, c'est l'ODD 3 sur Good Health and Well-being, c'est la bonne santé et le bien-être. Et en plus de ça, également, l'année 2020, il marque le début d'une décennie d'action, en plus de la décennie sur l'océan. Et parmi les objectifs de cette décennie-là, c'est d'accélérer les objectifs de l'ODD, parce qu'il ne reste que 4 ans, on est déjà en 2026. Donc, il faut accélérer le processus. Et bien sûr, notre histoire ne se termine jamais, ne s'arrête pas là, car 2 mois plus tard, après l'adoption de l'agenda 2030, en décembre 2015, un autre moment historique va marquer l'histoire de la gouvernance climatique à l'échelle mondiale. C'est le fameux accord. Et cet accord-là, c'est un traité international également contraignant. Il a pour but de lutter contre le changement climatique. Il est entré en vigueur en 2016, beaucoup plus rapidement que le protocole à la CNUC, la Convention sur le changement climatique. Et il vient bien évidemment pour remplacer le protocole de Kyoto. Et son objectif, il est clair, c'est la limitation de l'augmentation de la température moyenne à l'échelle mondiale. Et pour l'accord de Paris, vous devez retenir 2 objectifs. Euh, pardon. Le premier objectif, il consiste à maintenir ou bien essayer de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius à l'échelle de la planète. Mais en même temps, il faut poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5. Donc, je suis sûr que vous allez voir ces chiffres-là quand vous lisez sur l'accord. Et ce qui rend également l'accord de Paris très particulier, c'est son mécanisme. Il fonctionne sur un cycle de 5 ans, c'est-à-dire que tous les 5 ans, chaque pays doit présenter un plan d'action climatique actualisé avec une ambition très élevée. Ce sont les plans ce sont les CDN. Les CDM, pardon, ce sont les contributions déterminées au niveau national. Ce sont des plans qui expliquent comment, par exemple, un pays prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et notamment comment il peut s'adapter aux effets du changement climatique. Et aujourd'hui, on est dans la troisième génération, ce sont les CDN 3.0. Et si vous voulez, pour l'exemple du Maroc, parce que j'ai dit pour que chaque génération elle est plus ambitieuse que la précédente, pour le Maroc, il a fixé un objectif dans le CDN 2.0, c'était l'objectif de réduire les émissions de 45%, ou bien 45,5%, pardon. Mais pour les CDN 3.0, le Maroc a fixé une ambition climatique. C'est la réduction de 53%
d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Donc vraiment, c'est un accord très important que vous devez savoir. Et bien sûr, c'est un événement qui, dans le cap climatique, il précise comment lutter contre le réchauffement. Pardon. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier chapitre. C'était un peu long, mais c'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'action climatique mondiale, c'est le fruit d'un long cheminement. Ça ne date pas d'hier. C'est une construction progressive et le fait d'avancées scientifiques et de plusieurs négociations politiques et des compromis internationaux. Donc, c'est vraiment un long cheminement que j'ai essayé d'expliquer. J'espère que j'ai réussi à vous mettre à jour sur cette partie-là et que vous l'avez pu assimiler. On est là, vous êtes toujours là? Oui, oui, nous sommes là, nous vous écoutons. D'accord, j'espère que c'était très clair. Donc, on passe au deuxième chapitre. Donc, vous pouvez laisser vos questions jusqu'à la fin de la séance parce que c'était le plus long chapitre de cette présentation. Donc, on passe au deuxième chapitre. On va voir, on va comprendre le changement climatique, notamment à travers l'effet de serre. Et pour comprendre l'effet de serre, euh, il faut normalement parler du bilan radiatif, mais on n'a pas le temps. Tout d'abord, on a la Terre. J'ai besoin de ça. Donc, au début, on a la Terre qui reçoit le, l'énergie solaire. Donc, principalement, c'est, euh, c'est le rayonnement solaire qui va être sous forme de rayonnement électromagnétique, pardon. Donc, il comporte à la fois la lumière visible ainsi que les ultraviolets et les infrarouges. Et lorsque ce rayonnement-là arrive à la Terre, on a plusieurs scénarios. On a une partie d'environ 3% qui sera réfléchie vers l'espace, c'est cette partie-là, notamment par les nuages et les poussières ainsi que par les aérosols, qui sont des particules en suspension dans l'atmosphère. Cet effet-là, donc vous connaissez l'effet de serre, mais cet effet-là, ça s'appelle l'effet parasol. Si vous voulez, c'est un effet inverse qui permet de refroidir la Terre au lieu de la réchauffer. Donc, cet effet parasol-là, il contribue de façon moins importante par rapport à l'effet de serre qui nous intéresse. D'accord? Et également, on a le sol qui va, avant que, les rayonnements arrivent au sol, on a également une partie qui va être absorbée par l'atmosphère. Et vers la fin, on a le rayonnement qui arrive au sol. Donc, il va le réchauffer et le sol va réémettre cette énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Je dis que le rayonnement, lorsqu'il vient, c'est la lumière visible et les infrarouges et les ultraviolets. Mais lorsqu'il est réfléchi, c'est de l'infrarouge, invisible bien sûr. Et c'est là qu'on doit expliquer l'effet de serre. C'est là qu'entrent en jeu les gaz à effet de serre. Donc, normalement, l'effet de serre, vous devez savoir que c'est pas quelque chose de mauvais, parce que c'est les gaz à effet de serre qui sont essentiels pour réchauffer la planète. Donc, ils permettent normalement d'absorber, non, c'est pas d'absorber, c'est comme une sorte de couverture autour de la Terre. Et on a ici une partie du rayonnement qui va être répartie vers l'espace, c'est ce qu'on appelle les fenêtres atmosphériques. Mais la plus grande partie va être absorbée par les gaz à effet de serre. C'est ce qui nous intéresse ici. Et ces gaz-là vont ensuite réémettre cette énergie dans les différentes directions, d'accord? Y compris vers la surface de la Terre. Donc, comme j'ai dit, on peut comparer ça à une couverture qui va bloquer les rayonnements. Et c'est pour cela que la Terre, elle se réchauffe. Et il est fondamental, notamment ce processus-là, parce que sans lui, la température moyenne de la Terre serait d'environ moins 18 que d'environ plus 15 qu'on connaît aujourd'hui. Notamment, c'est l'effet de serre naturel qui est essentiel pour la vie sur la Terre. C'est pas l'effet de serre que vous connaissez, c'est l'effet de serre renforcé.
D'accord? Donc, ce phénomène-là, il joue sur l'équilibre thermique de la planète. J'espère que c'est clair. Et également, on a l'effet albédo, je ne l'ai pas mentionné. On a les surfaces, également la, la glace et la neige qui vont réfléchir davantage de rayonnement vers l'espace. Mais notamment avec la fonte des glaces, cette capacité-là de réflexion, elle va diminuer, ce qui va entraîner une absorption supplémentaire d'énergie et cela va amplifier le réchauffement climatique. Donc, pour résumer, le climat résulte d'un équilibre entre l'énergie entrante et l'énergie sortante. Le problème, c'est que cet équilibre-là, donc, il va être normalement c'est l'effet de serre qui va être renforcé à cause des émissions des gaz à effet de serre par les activités humaines. Donc, ce renforcement-là par les activités humaines, c'est à travers la combustion des énergies fossiles, la déforestation, l'agriculture également. On a également les activités industrielles qui augmentent les gaz à effet de serre. On va les citer par la suite. Le résultat, c'est que davantage de chaleur sera obtenue dans l'atmosphère. Donc, on a plus d'énergie qui va être piégée là. Donc, ça va augmenter la température. D'accord? Donc, c'est ça le problème de l'effet de serre. Ce n'est pas l'effet de serre naturel, mais c'est l'effet de serre renforcé par les activités humaines. Et c'est ça la cause et l'origine des changements climatiques actuels. D'accord, donc c'est ça l'effet de serre. Donc, par la suite, on a les gaz à effet de serre. Ici, on a la définition du GIEC. Donc, ce sont des constituants gazeux de l'atmosphère, ils sont naturels ou anthropiques. Ils absorbent et émettent un rayonnement de longueurs différentes, notamment par la surface de la Terre et l'atmosphère et les nuages. C'est une propriété qui est à l'origine de l'effet de serre, comme j'ai expliqué. Et notamment, on a plusieurs types d'effets de gaz à effet de serre. On a notamment la vapeur d'eau, c'est le H2O. C'est l'effet de serre, c'est le gaz à effet de serre le plus abondant dans l'atmosphère. C'est le responsable de la majeure partie de l'effet de serre naturel. Donc, il provient notamment de l'évaporation des océans, des lacs, des rivières, ainsi que la transpiration des plantes. Mais le problème, c'est que contrairement aux autres gaz, sa concentration n'est pas directement contrôlée par les émissions humaines. C'est parce que c'est la température lorsqu'elle augmente, donc plus l'atmosphère se réchauffe, plus elle va contenir de la vapeur d'eau. C'est-à-dire que ce mécanisme, c'est une rétroaction positive, c'est-à-dire le réchauffement augmente, l'évaporation va augmenter notamment la, par la vapeur d'eau, ce qui va renforcer encore l'effet de serre. Donc, ce processus-là va amplifier le changement climatique. Et ce pauvre-là, le H2O, il est toujours là, il ne connaît pas qu'il contribue à ce processus-là, mais c'est l'être humain qui va renforcer cet effet-là, cet effet de serre renforcé. Et ensuite, on a également le CO2, on a l'oxyde nitreux, c'est le N2O. On a également le méthane, c'est H4, et l'ozone, c'est le O3. Ce sont donc les principaux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère terrestre. Et ensuite, on a également des gaz à effet de serre, mais ce ne sont pas des gaz naturels, ce sont des gaz synthétiques, ce sont les gaz fluorés. On a l'hexafluorure de soufre, le SF6. Les hydrofluorocarbures, ce sont les HFC, les fluorocarbures, les CFC, notamment les hydrocarbures perfluorés, les PFC, dont certains aussi sont des substances qui approvisionnent la couche d'ozone. Ils sont l'objet du protocole de Montréal. Donc, vous pouvez chercher sur ces gaz-là. Donc, c'est le protocole de Montréal qui vient interdire notamment leurs utilisations parce qu'ils détruisent la couche d'ozone stratosphérique. Je dis bien l'ozone stratosphérique, c'est pas le troposphérique. Parce que je l'ai mentionné en haut comme un gaz à effet de serre. Lorsqu'il se trouve dans la troposphère, c'est un gaz à effet de serre. Et lorsqu'il est dans la stratosphère, il contribue à la couche d'ozone qui protège notamment la Terre des ultraviolets du rayonnement solaire. Et bien sûr, il faut garder à l'esprit que tous les gaz à effet de serre n'ont pas le même impact sur le climat. Par exemple, un kilogramme de méthane ne va pas réchauffer la planète de la même manière que un kilogramme de CO2.
c'est à la fameuse question, qu'est-ce qui est le plus lourd? Est-ce que 1 kilogramme de fer ou bien 1 kilogramme de coton? En réalité, c'est la même chose, 1 kilogramme, mais les propriétés changent et également que les effets. Et par exemple, si je voulais frapper quelqu'un, je choisirais le fer et pas le coton parce que c'est moins dense. C'est presque le même principe. Et bien sûr, pour comparer les gaz à effet de serre, on utilise des métriques d'émission de gaz à effet de serre. C'est par rapport normalement à une substance de référence, c'est le CO2. Donc, parmi les métriques les plus connues, on a le PRG. Donc, il, euh, il, euh, il indique normalement le temps de séjour ainsi que le forçage radiatif. Donc, il prend en considération deux choses. Le temps, ou bien la durée de vie du gaz à effet de serre après son émission dans l'atmosphère, ainsi que sa capacité à causer un forçage radiatif. Donc, je vous laisse le soin d'explorer ce tableau-là parce qu'on n'a plus le temps. C'est déjà 18 heures. Donc, on passe au troisième chapitre. On va maintenant découvrir les interactions principales qui ont lieu entre l'océan et l'atmosphère. J'aimerais notamment que vous assimiliez l'importance de l'océan dans le système climatique mondial. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette immense étendue d'eau salée que vous voyez lorsque vous allez à la plage, l'océan, c'est pas seulement là pour se baigner ou bien pour pêcher des sardines, parce que ça représente 71% de la surface terrestre. Donc, c'est tout à fait logique que cette composante majeure du système terrestre ait l'influence la plus importante sur le climat et sur notre planète bleue. On dit que l'océan est à la fois régulateur du climat et en même temps une victime du réchauffement. En essayant de réguler le climat, il va payer un prix très très élevé et nous verrons ça par la suite dans les impacts ou bien dans les conséquences. Tout d'abord, il faut maîtriser que l'océan, c'est un immense puits de carbone. Il a la capacité d'absorber le CO2 piégé dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre, à travers deux mécanismes principaux. D'accord? Hum. Le premier mécanisme, vous voyez, c'est le phytoplancton. Et aussi, on a physical mixing. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme, et le deuxième, c'est le mécanisme biologique. D'accord? Donc, le premier, c'est physico-chimique, c'est-à-dire que, bien sûr, il est le plus important en termes de quantité d'échange. Il s'agit de la dissolution du CO2 dans l'eau de mer, et ce mécanisme, il est favorisé, vous voyez ici dans physical mixing, c'est-à-dire il est renforcé par les mouvements de l'eau à l'interface océan-atmosphère, et notamment lorsque l'eau il est plus froide, plus ce phénomène il est efficace. C'est pour cela que vous trouvez dans les régions polaires, ils absorbent le CO2 le plus rapidement et de plus grande quantité. C'est-à-dire que ces eaux froides-là vont devenir plus denses et bien sûr vont prolonger vers les profondeurs. Imaginez que c'est dans la banquise. Donc lorsqu'ils absorbent le CO2, ils sont plus denses et plus froides, ils vont plonger vers les océans, ils vont transporter ce carbone-là. Une partie du carbone va être mélangée avec les eaux profondes environnantes, alors qu'une partie va être stockée pendant de très 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 longues périodes dans les fonds marins. Ça va se former les stocks de carbone. Ça, c'est le mécanisme physique. Le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme biologique, comme j'ai dit. Et ça se fait grâce au phytoplancton. Pour ceux qui ne connaissent pas le phytoplancton, ce sont des micro-organismes qui vivent en suspension dans l'eau. Ils se déplacent au gré de courant, à l'inverse du nocton. Ce sont des mécanismes ou bien des organismes photosynthétiques. Ils sont dotés de chlorophylle, pardon. Donc, ils sont capables de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils captent l'énergie solaire. Donc, c'est comme les plantes terrestres. Ils utilisent le CO2 pour produire de la matière organique. Ils libèrent en même temps le dioxygène, le O2. Donc, l'océan est à la fois un puits de carbone et un poumon de la Terre, si vous voulez. Et grâce à cette photosynthèse, le phytoplancton absorbe une quantité énorme de CO2 et produit de l'oxygène qui se répartit ensuite entre l'océan et l'atmosphère. Aujourd'hui, selon le GIEC, donc l'océan il a absorbé 30% des émissions anthropiques de CO2 depuis les années 1980. Et les scientifiques estiment également ils estiment que la moitié de la production d'oxygène de la Terre provient de l'océan.
Donc, c'est l'océan, lorsqu'on dit que c'est un régulateur du climat, c'est pas par hasard. Donc, comme j'ai dit, il est à la fois un puits de carbone et en même temps un poumon de la Terre. D'accord, j'espère que c'était clair. D'accord. Et voilà, on passe à une autre partie, c'est la circulation océanique. Donc, parmi également les relations étroites qui existent entre l'océan et l'atmosphère, on a notamment au niveau de l'interface air-mer, c'est là où se produisent les échanges biologiques et physico-chimiques, comme on a vu. On a également la circulation océanique. Ici, dans ce slide, on va voir la circulation de surface. Comme j'ai dit, on n'a pas le temps pour décrire la circulation profonde. Donc, vous devez retenir que les océans, comme les masses d'air, ne sont jamais immobiles. Ils se déplacent en permanence à l'échelle de la planète. Et ce mouvement-là se traduit de manière claire par les courants marins. Tout d'abord, on a des différences de pression atmosphérique qui génèrent les vents, qui vient principalement du fait que la Terre ne reçoit pas le rayonnement solaire de manière uniforme, notamment la différence entre l'équateur et les pôles. Donc, ils ne reçoivent pas le rayonnement solaire de la même manière. Et cela va créer des ondes de basse pression et des ondes de haute pression. Donc, ce que fait les masses d'air, donc ils vont se déplacer des ondes de haute pression vers les ondes de basse pression. C'est notamment à travers les cyclones et les anticyclones pour régler cette différence de pression. Vous savez bien que que la nature n'aime pas le vide. Donc, ces vents-là, en cherchant de rétablir l'équilibre entre les différentes latitudes, ils vont transférer une partie de leur énergie cinétique à la surface de l'océan. Et ce transfert d'énergie-là, par friction, va mettre l'eau au mouvement. Et là, imaginez quand il y a trop de vent, vous avez parfois du mal à rester debout. Donc, vous sentez que cette force-là pourrait presque vous emporter. Donc, l'océan va ressentir exactement la même chose. Donc, il reçoit cette énergie-là et il s'entraîne avec le vent. C'est ainsi que naissent la majorité des courants de surface, en excluant bien sûr les courants de marée pour ne pas dire des bêtises. Donc, c'est pour cela que c'est comme ça qu'on a les grands systèmes des vents. Donc, on trouve leur image également dans l'océan. Donc, on a des gyres. Cette forme-là, ce sont des gyres. Comme ici, là, on a le gyre subtropical de l'Atlantique Nord ainsi que le gyre de l'Atlantique Sud. Et pour exploiter cette figure-là, on a le coran des Canaries, par exemple, pour le cas du Maroc. Donc, c'est un courant froid. Comme vous voyez dans les flèches, les corans qui sont montrés en bleu, ce sont des corans froids, et ceux qui sont montrés en, en rouge, ce sont des corans chauds. Alors, pour le Canari, c'est un courant froid qui longe les côtes du Maroc, la Mauritanie, également le Sénégal. Donc, oui, le Sénégal aussi. Et c'est ça, c'est la branche orientale. De l'autre côté, vers l'ouest, on a un courant très connu aussi, c'est le Gulf Stream. Donc, ça, c'est le Gulf Stream. C'est un courant très, très connu parce que il participe à. Donc, c'est lui qui adoucit le climat de l'Europe par rapport à celle du Canada qui existe sur les mêmes latitudes. Et ce courant-là, le Gulf Stream, on a déjà Mathieu Fontaine qui le décrivait en 1855 dans ce livre. Il le décrit comme une rivière au milieu de l'océan. Et il a raison parce que c'est un courant très, très intense et très rapide. Il peut atteindre parfois des vitesses proches de 2 mètres par seconde. Donc, c'est parmi les plus rapides au monde. Donc, ce courant-là, il participe, comme j'ai dit, il adoucit le climat de l'Europe. Donc, ce qui explique ça, c'est l'inertie thermique de la Terre, de l'océan par rapport à la Terre. Donc, ils n'ont pas la même capacité thermique. Donc, l'océan, il a cette capacité énorme d'emmagasiner la chaleur. On va voir ça par la suite. C'est parmi les causes du réchauffement. Et ce qui se passe, c'est que en hiver, il va relâcher cette énergie-là, cette énergie, cette chaleur. Et c'est la circulation également, la circulation atmosphérique générale qui va participer à ça. Donc, ils survolent les vents d'ouest, ils vont survoler le Gulf Stream, ils vont apporter les, les vents chauds vers l'Europe. Comme ça, le climat il est adouci. J'espère que c'était clair pour les interactions entre et le climat. Donc, on n'a pas beaucoup de temps.
on passe aux impacts des changements climatiques sur l'océan. On va commencer par un aspect très important, donc c'est le réchauffement. Vous devez savoir que l'océan joue le rôle d'un thermostat de la planète et grâce à cette grande énergie que j'ai mentionnée, il a la possibilité de stocker et de distribuer d'énormes quantités de chaleur à l'échelle du globe par l'intermédiaire des courants marins. Et d'après le GIEC, il est quasiment certain que l'océan mondial s'est réchauffé sans cesse depuis 1970 et qu'il a absorbé plus de 90% de l'excédent de chaleur accumulé dans le système climatique. Donc, imaginez cette capacité énorme de stocker la chaleur que dont l'océan dispose. Vraiment, c'est incroyable. Lorsqu'on dit que l'océan, c'est le régulateur du climat, c'est pas une exagération. Vraiment, c'est une réalité physique mesurable. D'accord? Et d'ailleurs, scientifiquement, l'océan, il a une capacité thermique de plus de 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère. D'accord? Donc, cela signifie qu'il va absorber une quantité énorme d'énergie. Et c'est pour cela c'est ça qui explique que l'océan, il est victime du réchauffement global parce que normalement, l'océan, comme on a dit, il absorbe 90%. Et c'est pour cela que le réchauffement, ne s'exprime pas de manière instantanée parce que c'est l'océan qui va participer à l'amortissement et au retard de ce réchauffement. Donc, si vous voulez, nous lui devons beaucoup à l'océan. Et bien sûr, à cause de ce réchauffement, la glace va fondre, notamment dans les banquises, et ce qui va causer l'élévation du niveau marin, ou bien ce qu'on appelle la montée du niveau de la mer. Donc, c'est l'une parmi les conséquences du changement climatique, et notamment parmi les conséquences les plus préoccupantes sur l'échelle mondiale, parce il faut savoir que l'élévation du niveau de la mer, c'est pas un jeu d'enfant. Ce problème-là, il est critique parce que une grande partie de la population mondiale et des activités économiques ainsi que des infrastructures stratégiques sont concentrées près des côtes. Et selon le GIEC, presque 11% de la population mondiale vivent déjà dans des zones côtières basses. Et ces régions-là sont directement exposées aux risques liés à la montée des eaux, comme les submersions marines, l'érosion côtière, ainsi que l'amplification des impacts lors des tempêtes, comme vous voyez dans la figure. Donc, lorsque la base verticale elle va monter, donc notamment lors des passages des cyclones et lors des surcotes, et notamment avec l'action des vagues, notamment à travers le wave setup. Donc, on a plus de risques d'inondation dans les zones côtières. Donc, ici, on ne parle pas simplement d'un problème environnemental abstrait, mais d'un enjeu humain et économique et géopolitique majeur. Et prenons par exemple l'exemple de Tuvalu. C'est un État insulaire dans le Pacifique. Son altitude moyenne, c'est presque 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et cela signifie que euh, la moindre élévation supplémentaire du niveau de la mer va représenter pour eux une menace existentielle. Et notamment si la montée des eaux se poursuit au rythme actuel, pourrait devenir inévitable dans les prochaines décennies. Et vraiment, c'est une première dans l'histoire moderne qu'un pays est contraint de disparaître à cause du changement climatique. C'est très, très, très grave. D'accord? Et le GIEC, il confirme déjà l'élévation du niveau de la mer, qui est déjà en cours. Il s'accélère également avec un rythme très, très accéléré. Et d'après le sixième rapport d'évaluation, le niveau mondial des mers a augmenté d'environ 20 centimètres. Et le plus inquiétant que ce rythme-là, il s'accélère pour atteindre environ 3, 3,7 mm par an, notamment entre 2006 et 2020, 2006 et 2018. Le problème, c'est que à l'horizon de 2100, les projections varient notamment selon les choix d'émissions qu'on adopte, mais en moyenne, le niveau de la mer pourrait s'élever d'environ 60 centimètres à l'échelle mondiale, avec des scénarios plus pessimistes qui vont dépasser cette valeur-là, aux environs de 1 mètre. Donc vraiment, c'est grave. Et si on a le temps, pour comprendre cette élévation de le niveau de la mer, comme on a mentionné, c'est l'océan, il va se réchauffe en absorbant la chaleur, l'excès de chaleur dans l'atmosphère. Le problème, c'est qu'en absorbant cette énergie-là, elle va se dilater. C'est ce qu'on appelle l'expansion thermique. Et cela signifie que
le volume d'eau il devient plus important. Et le coefficient de dilatation thermique, c'était à l'environ de 2,6, 10 à la puissance moins 4. C'est-à-dire que la moindre élévation du niveau de la mer, il faut prendre en considération qu'il couvre plus de 70% de la surface de la mer. Donc, l'effet cumulé de cette augmentation-là, qui peut paraître minime, va être très considérable à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, le deuxième facteur, c'est la fonte des glaces, mais avec une moindre importance. Donc, toujours dans les conséquences des changements climatiques sur, sur l'océan, on a également l'exemple bien, le problème de l'ours polaire, notre ami géant. C'est parmi les conséquences notamment de la fonte des glaces. Et vous savez que l'ours polaire, c'est le plus grand carnivore terrestre du monde. Il dépend totalement de la banquise parce que c'est là qu'il chasse, qu'il se repose et qu'il se reproduit. C'est son lieu de vie tout simplement. Et puis on a les phoques, ce sont la nourriture principale des ours polaires. Et hop, ce qui va se passer, c'est que avec la fonte des glaces, l'ours polaire va perdre de plus en plus son milieu l'activité humaine, moi, vous, les autres. Bref, nous tous, et bon, c'est pour cela qu'en 2006, l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, et l'ours polaire comme une espèce vulnérable dans sa fameuse liste rouge. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cet ours-là, il est techniquement marin, il se distingue des sept autres espèces d'ours, parce qu'en total, on compte presque 8 espèces d'ours. Donc aujourd'hui, il est de plus en plus menacé, et tout cela à cause du changement climatique, avec la fonte des glaces. Le deuxième point, c'est que cette menace-là se confirme notamment par le cannibalisme. On a dit que c'est une espèce vulnérable. On a le deuxième point, c'est le cannibalisme. Le cannibalisme, c'est tout simplement le fait de consommer un individu de sa propre espèce. En réalité, le cannibalisme, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est pas quelque chose de contre nature dans le monde animal. Si on peut dire ça, mais ce qui est inquiétant, c'est la fréquence à laquelle cela se reproduit chez les ours polaires. Ici, on a un article de 2022, c'est un article de Maximilian Allen. Avec ses collègues, ils ont passé, je ne me rappelle plus du nombre, mais c'est presque 200. Et là, ce qui est frappant, c'est que sur les huit espèces d'ours existantes, seules 4 ont présenté du cannibalisme. Et les ours polaires représentent presque la moitié de ces cas, c'est plus de la moitié. Donc, c'est presque 50 quelque chose, je ne me rappelle plus du nombre. Et la plupart de ces comportements ont été liés à des événements d'infanticide, c'est-à-dire que les adultes vont tuer et manger les petits, et cela représente presque un tiers des cas enregistrés. Et bien sûr, les autres causes sont les conflits entre congénères, surtout chez les mâles. Et ce cannibalisme-là, chez les prédateurs, normalement, il a deux fonctions de survie, si vous voulez. La première, c'est le fait de manger un congénère va apporter à la fois des nutriments, et en même temps, il va réduire la compétition sur la ressource. Donc, vraiment, c'est une crise pour notre ami bleu, notre ami géant. Donc, on a un autre problème au-delà du manque de la nourriture. On a également la banquise, la fonte de la banquise. Il va obliger nos amis polaires à nager beaucoup plus longtemps. Et c'est pire encore pour un être vivant qui a faim. Et bien, il y a un article en 2011 que j'ai lu il y a longtemps. C'est un article de Georges Duverner, publié en 2011. Il a raconté l'histoire d'une femelle adulte dans la mer de Beaufort qui se trouve au nord d'Alaska. Alors, imaginez que cette ours a nagé pendant 9 jours. Pardon. Imaginez qu'il a nagé pendant 9 jours sur 687 kilomètres. Pour que vous ayez une idée, cette distance-là, c'est l'équivalent de 16 marathons. Vraiment, c'est incroyable. Le problème, c'est que, vous m'entendez, on est là? Oui, nous vous écoutons très bien. Je pense D'accord, que tout le monde écoute aussi. d'accord, d'accord. Merci. Donc, comme j'ai dit, le problème, c'est que cette distance-là, elle est l'équivalent de 16 marathons. Et après ça, les chercheurs, ils ont constaté qu'il a perdu plus de 20% de son poids. Il a perdu également son petit âgé d'un an.
Et là, vraiment, j'aimerais que vous ressentiez tous, et moi aussi, bien sûr, notre faute et notre contribution. C'est le résultat direct des changements climatiques. Et je pense que certains peuvent dire, eh bien, les ours polaires sont capables de nager beaucoup plus longtemps, donc ils commencent à s'adapter, ça va les aider à survivre et s'adapter au changement climatique. Oui, ça peut paraître vrai, mais à quel prix? Donc, c'est ça la question. Le problème, c'est que ces longues distances de nage vont coûter énormément d'énergie et peuvent compromettre également leur capacité de reproduction. Vous voyez ce que l'on peut faire. Bon, c'est nous qui avons changé leur monde. Et attention, c'est pas un sujet lointain parce que ici, la majorité, je pense, on est tous des Africains, ici, je pense. Quelqu'un peut me dire, Abdi Ali, on est en pleine Afrique. Bien, c'est vrai, mais je le dis clairement, la nature n'a pas de frontières. Ce qui arrive aujourd'hui à l'ours polaire, c'est pas un détail, mais c'est un symptôme, mais un signal d'alarme globale. Et le climat, lorsqu'il change, également les océans, l'atmosphère, tout cela, il est connecté, c'est un seul système. Et le fait de protéger la nature, là-bas dans les pôles, c'est aussi la protéger. Ici, en Afrique, il n'y a pas de différence. Ok, on n'a que 2 minutes qui restent, mais je vais essayer d'aller vite. On a la dernière conséquence des changements climatiques aussi. C'est un sujet qui intéresse le plus les scientifiques ces dernières années. C'est l'acidification de l'océan. Si vous voulez, elle correspond à la diminution progressive du pH des océans sur une longue période qui peut aller à des décennies ou davantage. Il est principalement causé par l'absorption du dioxyde de carbone, comme on a mentionné les deux mécanismes, le mécanisme physico-chimique et le mécanisme biologique qui permettent d'absorber 30% du CO2 atmosphérique. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque le CO2 se dissout dans l'eau de mer, il réagit avec les molécules de H2O pour former de l'acide carbonique. Et celui-là va se dissocier quant à lui pour libérer des ions hydrogènes. C'est ce qui nous intéresse, les ions H+. Parce que c'est cette augmentation-là des ions H+, qui va entraîner la baisse du pH océanique. Et chimiquement, le pH, il est défini par l'algorithme décimal de la concentration des ions hydrogène. Vous vous rappelez que le pH est égal à moins log 10 des concentrations de H+. Et l'échelle du pH, elle est très connue. Il permet de distinguer trois choses. Une solution elle est acide lorsque son pH est inférieur à 7, neutre lorsqu'il est égal à 7, et basique ou bien alcaline lorsqu'il... par exemple, le jus de citron ou bien le vinaigre, ce sont des acides. L'eau pure, elle est neutre, notamment, et on a l'eau de mer qui est basique. Parce que je vous rappelle de ça parce que c'est très important de ne pas faire confusion. Parler de l'acidification de l'océan ne signifie pas que l'océan devient acide. Le pH moyen de l'océan reste toujours supérieur à 7, donc il demeure basique. Mais ce qui change, c'est que son pH diminue. On parle alors d'une augmentation de l'acidité relative. À l'inverse, c'est le pH augmenté, on dirait que c'est la qualité qui augmente. Et toujours avec les chiffres, selon le GIEC, le pH moyen des eaux de surface, il est passé il est passé d'environ 8,2 à 8,1 depuis l'ère pré-industrielle. Donc, c'est une diminution de 0,1. Elle peut sembler négligeable, mais attention parce que il faut se rappeler que l'échelle du pH il est logarithmique. Donc, le pH dépend du logarithme de la concentration de H+, comme j'ai mentionné, et une variation de 0,1 se traduit 26% de concentration d'ions hydrogène. Autrement dit, ce n'est pas un petit changement, 0,1. Cela représente plus d'un quart d'augmentation de l'acidité. Retenez bien ça. Et donc, il ne faut pas minimiser cette variation parce que ce prétexte, par exemple, que 0,1 peut paraître faible, mais ce n'est pas le cas. C'est presque action. À ce que j'ai lu,
vers la fin du siècle, les études indiquent que le pH pourrait encore diminuer d'environ 0,3 ou bien 0,4 unités supplémentaires d'ici 2100, atteignant des valeurs comprises entre 7,8 et 7,7 selon les scénarios toujours. Et ça va être presque 150% de l'acidité qui va augmenter. Et comme j'ai dit toujours, ces estimations dépendent des modèles climatiques et notamment des concentrations futures de CO2 atmosphérique. Et c'est-à-dire que plus les émissions élevées euh, sont émises dans l'atmosphère par les activités humaines, par des gaz à effet de serre, plus l'océan va absorber de CO2, comme on l'a mentionné, par les demi. Plus la production d'ions H+ va augmenter et plus le pH va diminuer, donc plus l'acidité va augmenter. Donc, c'est 23, on n'a plus de temps. Ornella, on laisse les 20 minutes restantes pour les questions. Ornella, vous êtes là? Oui, je suis Bonjour. là. Je pense que j'aurai besoin de 10 minutes supplémentaires. Euh, ok, ok. 10 minutes D'accord. supplémentaires. Je pense que ça ne va D'accord. déranger. Donc, allez. Si ça ne dérange pas les autres, donc vas-y. Donc, on est arrivé au dernier chapitre. C'est les solutions d'atténuation et d'adaptation. Jusqu'à la dernière minute, je trouve que le contenu de la cohorte, normalement, les intervenants dans les prochains modules vont citer des éléments très importants, notamment des solutions qui vont nous aider à atténuer et à s'adapter au changement climatique. Donc, comme j'ai déjà mentionné, le programme logique, il y a un acheminement continu depuis le premier module jusqu'au dernier. Donc, il existe bien sûr des solutions très différentes pour atténuer et pour s'adapter au changement climatique. Mais comme j'ai dit, ils feront l'objet de prochaines interventions. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Je vous laisse assister à ces modules-là. La première solution, c'est, il va faire l'objet du module numéro 4 de la cohorte le 20 février, donc d'ici 3 jours, je pense. C'est la lutte contre la pollution marine. Je pense qu'il y avait déjà quelqu'un dans la séance précédente, il a posé la question quelle est la relation entre la pollution marine et les changements climatiques. Donc, la lutte contre la pollution marine, il va permettre de préserver la qualité des écosystèmes marins qui auront le rôle de maintenir leur capacité naturelle à absorber le carbone, comme on a déjà mentionné, renforcer leur résilience face au changement climatique. C'est avec cette pollution-là qu'on détruit cet équilibre naturel. Donc, il faut lutter contre cette pollution. On va voir ça dans le prochain module. On a également les aires marines protégées. Donc, on va les voir dans le module numéro 5. C'est le 24 février, Inch'Allah. Donc, ces aires marines protégées, ce sont des zones délimitées dans la mer qui visent la conservation de la biodiversité à long terme. Et d'ailleurs, ces zones-là, elles représentent aujourd'hui presque 6% de la surface des océans. Donc, je vous laisse le soin de découvrir ça. Un élément très important, c'est la restauration des écosystèmes. Donc, je suis sûr que la personne qui va expliquer ça, elle va entrer dans ces détails. Vraiment, c'est un sujet très intéressant, la restauration des écosystèmes. On a parlé du réchauffement de l'océan et de l'acidification. Ces conséquences-là vont impacter les récifs coralliens. Je ne sais pas s'ils vont parler de ça ou pas, mais notamment les récifs, ils jouent un rôle très essentiel dans la protection naturelle des côtes, ainsi que également les mangroves. C'est très important. Ils sont capables de stocker presque 1 000 de tonnes de carbone par hectare. Ces mangroves-là, ils ont une capacité à combattre le réchauffement climatique. Ici également, on parle de solutions basées sur la nature, les SFN. Vous pouvez lire sur ça, mais en fait, vous allez les découvrir
cette présentation, Inch'Allah. Donc, je vous laisse le soin de découvrir tout ça. Et ensuite, on a également les énergies marines renouvelables. Donc, on parle de l'économie bleue ou bien des solutions qui peuvent notamment remplacer les ressources fossiles, notamment le pétrole et le gaz et tout ça. Donc, notamment à travers les énergies marines renouvelables. Je ne sais pas quoi, s'il s'agit des éoliens ou bien de l'énergie marémotrice ou bien holomotrice, ce sont vraiment des sujets très, très intéressants, mais ils nécessitent beaucoup plus de maîtrise technique. Et je pense que vous allez probablement découvrir ça dans le module d'économie durable. C'est le dernier module, c'est le huitième module de la cohorte, le 6 mars, puisqu'il offre, comme j'ai dit, des alternatives aux énergies fossiles. Il contribue ainsi à la réduction des gaz à effet de serre. De ma part, ce que je vais expliquer, c'est l'adaptation du cadre juridique. Donc ici, je vous montre, parce que je suis marocain, je vais m'appuyer sur l'exemple du Maroc, quoi pas. Donc, parmi les méthodes d'adaptation possibles, on a l'adaptation du cadre juridique. Autrement dit, les lois ou bien les politiques publiques doivent intégrer la dimension climatique ainsi que les exigences environnementales dans la planification des projets, ainsi que des aménagements liés à l'océan et à la zone côtière. Parce que sensibiliser, c'est très important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers cette cohorte, c'est de sensibiliser notamment les jeunes, parce que vous êtes et moi aussi, je ne suis pas vieux, je suis pas là, donc il faut être responsable, il faut jouer sur le développement durable. Mais cette sensibilisation-là, ça suffit pas parce que, en absence de texte juridique clair au niveau national, chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Donc, dans le cadre légal, c'est un outil très essentiel pour l'adaptation. Pardon, on est déjà arrivé à 18h30, mais pas grave. Donc, j'aurai besoin de 10 minutes. Donc, pour expliquer ça, je vous montre ici la carte du Maroc. Je ne parle pas du Maroc parce que c'est mon pays, mais vraiment, c'est un très bon exemple parce que le Maroc, il a une vocation maritime naturelle. Il est bordé par la Méditerranée au nord. Ici, c'est la côte de la Méditerranée. Et il est ouvert également sur l'océan Atlantique. Donc, ça fait un total de 3500 km près de côte. Et à cet effet-là, le Maroc il possède le plus grand littoral de l'Afrique, juste après le Madagascar. C'est naturel parce que c'est un État insulaire. Donc oui, il y a un enjeu géomaritime pour le Maroc. Il est très important. Mais la préoccupation liée au changement climatique il est encore plus forte, d'autant plus que ce littoral, concentration presque 60%, et ainsi que de nombreuses activités touristiques et industrielles, d'après les chiffres stratégiques. Donc, je pose la question, est-ce que c'est logique que ces côtes-là, aussi stratégiques, ne soient pas protégées par une loi? Eh bien non. Donc, au Maroc, il existe la loi 81-12, sur laquelle je vais m'appuyer aujourd'hui comme exemple. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que lors des discussions, que vous me parlez aussi du cas de vos pays, par exemple, comment ça fonctionne chez vous, et quelles sont les lois qui existent et comment elles sont appliquées. Ça sera vraiment très intéressant d'échanger là-dessus. D'accord? Donc, pour le Maroc, comme je dis, pardon, on a la loi 81-12. Ici, on va discuter un petit peu son contenu et son texte, il est disponible en ligne. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les articles clés. Et il faut mettre les choses dans notre contexte. Cette loi-là, c'est une extension du protocole de la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée, adopté en 2008. Et le Maroc, je pense qu'il a ratifié en 2012. Et attention, c'est un point très important parce qu'il s'agit du premier instrument juridique international dédié à la gestion intégrée des zones côtières, avec objectif de garantir leur développement durable et de faire face aux défis croissants soit des changements climatiques, soit des activités humaines. D'accord? Et je vous invite vraiment à lire davantage sur ce protocole et sur la Convention de Barcelone pour mieux comprendre le rôle fondamental des lois et des textes juridiques dans la protection du littoral face au changement climatique. On commence d'abord par l'article 2. Donc, cet
définit ce qu'on appelle la zone côtière. Et d'après cet article-là, la zone côtière comprend deux parties terrestres. Oui, on a deux parties. Pour la partie terrestre, il s'agit du rivage de la mer, c'est la zone de contact ou bien la zone de balancement des marées. Il est délimité par la marée haute et la marée basse, extrême à fort coefficient, jusqu'à la limite de la plus haute marée, c'est-à-dire le point le plus avancé vers la terre atteint par la mer en amont, depuis la mer vers la côte. À cela s'ajoute une bande de 6 mètres mesurée à partir de cette limite. Donc ça, c'est le côté terre du littoral. Et pour la zone maritime, la zone côtière comprend le rivage qu'on a expliqué, ainsi que les zones maritimes situées au-delà de ce rivage jusqu'à une distance de 12 000 marins, en se référant cette fois à la limite du plus basse mer. Donc, j'aimerais bien attirer votre attention sur les 12 000. Je pense que ça a été expliqué dans le premier module. C'est la limite de la mer territoriale définie par la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Une zone où l'État riverain il exerce sa souveraineté. Je vous invite aussi à lire la Convention. Il a été adopté en 1982 et puis entré en vigueur 2 ans plus tard, en 1994. C'est l'UNCLOS en anglais, la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, c'est très connu. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la zone côtière au Maroc. Retenez bien ça, le rivage, la bande de 6 mètres et la zone de 12 000 marins. Et bien sûr, cette définition peut différer d'un pays à l'autre, mais pour le Maroc, c'est ça. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est trois éléments clés de cette loi. Le premier se trouve dans l'article 13. Cet article-là, il interdit explicitement de porter atteinte à l'état naturel du rivage. Ça, c'est très important, notamment par l'endiguement, bien par l'enrochement, le remblaiement, l'abattage des arbres, encore la modification de sa topographie. Mais attention, cette interdiction n'est pas là pour bloquer le développement, il est là pour rationaliser. On parle de développement durable, donc on ne peut pas négliger ni la composante économique, ni la composante sociale, ni la composante environnementale. D'accord? Donc cette interdiction-là, elle ne s'applique pas, par exemple, aux infrastructures portuaires, aux ouvrages de défense, la pêche, également l'aquaculture, qui est très développée aujourd'hui au Maroc. Donc ça, c'est l'article 13. Ensuite, on a là les articles 15 et 16. Ces articles-là, ils définissent une zone d'inconstructibilité de 100 mètres. D'accord? Il est mesuré à partir de la limite terrestre de la zone côtière que nous avons définie. Et bien sûr, là, cette distance peut être étendue pour des raisons, soit pour des raisons ou bien de protection de la faune et de la flore, ou bien encore pour la conservation des paysages naturels. Et enfin, en plus de cette interdiction de modifier l'état naturel du rivage et de construire dans la zone de 100 mètres, la loi interdit également la réalisation de nouvelles les infrastructures de transport dans une zone de 2000 mètres calculée à partir de la limite de la zone non constructible. D'accord? Donc cela signifie qu'au total, on a au moins 2100 mètres de littoral qui vont bénéficier d'une protection renforcée. Et ça, c'est fondamental parce que ça augmente la résilience de la zone côtière face aux effets des changements climatiques, qui sont aujourd'hui de plus en plus bien entendu. Je l'ai mentionné, la loi prévoit des cas exceptionnels, notamment pour les infrastructures stratégiques dans le domaine maritime, ainsi que pour les services publics. Voilà, c'est tout pour notre immeuble de loi. J'attends maintenant avec beaucoup d'intérêt que lors des discussions, vous me parlez du cas de vos pays. Le cas de Maroc ici, ce n'est qu'un exemple ou bien un modèle parmi d'autres de protection des zones côtières. Et bien sûr, le contenu de chaque loi, ça peut différer d'un pays à l'autre, mais la finalité reste toujours la même, protéger les zones côtières, donc face aux pressions humaines ainsi que aux conséquences du changement climatique. D'accord? Et voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère que c'était clair. J'espère également avoir été clair et direct sur les explications. Je sais que je parle beaucoup, mais
C'est surtout parce que j'essaie de partager le maximum d'informations avec vous. Le sujet, c'est très, très, très vaste. Il y a énormément de choses à dire et à discuter. Et je m'excuse si certains points, par exemple, essentiels ont été ignorés durant la discussion, même dans la présentation, ou bien des points essentiels qui ont été abordés de manière rapide, mais j'ai rien à faire, c'est pas de ma faute. Et j'espère également que vous avez bien compris l'importance de l'océan ainsi que les conséquences des changements climatiques sur les écosystèmes et sur les sociétés. Mon objectif, c'est de comprendre que ce pauvre océan, il joue un rôle très, très important et très vital dans la régulation du climat, mais malheureusement, il est victime des changements. Donc, il fait ça par bonté, mais le prix à payer, c'est le contraire. Et donc, je reste bien entendu à votre disposition pour les questions. Et mon contact reste toujours ouvert. Vous pouvez soit me contacter sur WhatsApp, soit sur LinkedIn si vous avez des questions. Si vous avez aussi des remarques ou bien des critiques constructives, sont les bienvenus. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et on est là. Je vous laisse la parole. Merci. Ok, merci Monsieur Abdelali. Merci beaucoup pour votre intervention qui était très riche et très instructive. Nous l'avons suivi avec beaucoup d'attention, rassurez-vous. Et ça nous a permis de comprendre, entre autres, la situation politique qui encadre les changements climatiques dans le monde, les différentes sources et causes qui, qui interviennent dans ce phénomène-là, comment ça influence l'océan, la biodiversité, le climat. Et vous avez aussi permis qu'on puisse entrevoir quelques solutions d'atténuation et d'adaptation. Donc, je crois que ça a été une belle présentation. Merci encore. Là, nous allons passer aux questions-réponses. C'est le moment pour vous, chers participants, de réagir sur les points qui ont retenu votre attention, vos incompréhensions. J'espère que vous avez pris le temps de noter ce que vous n'avez pas compris ou ce que vous voulez mieux comprendre. Et donc, je vous invite à poser vos questions en levant la main. Nous les prendrons dans l'ordre et veillerons à donner la parole au plus grand nombre. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Ok, bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, avant de poursuivre avec la séance de questions-réponses, je vais prier les uns les autres d'activer leur caméra pour la photo de groupe. Merci. Bruno, la photo de groupe tout de suite là ou après la session? Tout de suite. Si les uns et les autres peuvent activer rapidement la caméra pour la photo de groupe, ça Ah, serait... d'accord, d'accord. Essayons donc d'activer nos caméras. Et moi aussi, on est là. Bien sûr, tout le monde. Mais c'était pas parmi les points pour nous. D'accord, d'accord, je sais. Ah, d'accord. Un moment, s'il vous plaît. Ok. Bonjour. 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 Ah, c'est cool, on est là, c'est bien.
Ok, Ok, c'est bon, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez D'accord, terminer c'est déjà bon. votre rapport. d'accord, d'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un a une question? Veuillez lever la main si vous en avez. Il est où, Abel? Il posait toujours des questions. Abel, t'es là? En fait, Ah, Elle est très occupée. merci beaucoup. Bonsoir à tous. Abel, t'es là, d'accord. oui, bon. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Bonsoir, d'accord. Euh, je Oui, salue d'abord la présentation et vraiment euh, l'initiative du présentateur pour ce module. C'était vraiment enrichissant. Mais excusez-moi parce que ma machine n'affiche pas là où je peux cliquer pour lever la main dans ces derniers temps. C'est pourquoi j'ai du mal à lever la main pour les questions. Mais j'ai quelques petites préoccupations par rapport à ça sur le sujet concernant les solutions et les solutions atténuation et adaptation. Euh, dans, dans le point numéro 2, plutôt dans le point numéro 1, par là sur la lutte contre la pollution marine, le présentateur a soulevé la question de renforcement de la résilience face au changement climatique. Mais encore une fois, je reviens sur la même question que j'ai posée dans les modules précédents. Est-ce que cette fois-ci, nous voyons que les actions à mener doivent être unifiées tant au niveau local qu'au niveau international? Mais quel est le rôle de chacun parmi nous? Parce que pour le moment, je suis ici, mais avec les cadres légaux actuels, ne nous facilite pas les activités liées à la pêche. Vraiment, c'est tout à fait désorganisé. Est-ce que quel est le rôle de chacun parmi nous, bien que son implication ne peut être directe? Quel est son rôle pour, bien évidemment, atténuer ou adapter? Ça, c'est ma première question. Je pourrais ajouter une autre après l'éclaircissement à ce sujet. Merci. D'accord. Vas-y, Abel, vas-y. Pose la deuxième question. Comme ça, je réponds une fois pour toutes. OK, merci beaucoup. Tu Concernant la poses deuxième pas de questions, question, Abel. Merci pour les questions. Vraiment, ça montre ton intérêt pour le de la cohorte. Vraiment, j'ai beaucoup de tes questions parce qu'elles sont très intelligentes, en fait. Donc, je te félicite. Merci. ah oui, merci beaucoup. Et puis concernant la deuxième question, vous avez dit sur le même point, par là des solutions, atténuation et adaptation. Vous avez parlé de la restauration des écosystèmes, notamment bon, à titre d'exemple, la protection euh, naturelle de ces côtes, les littoraux, plus particulièrement ces plantes naturelles, les mangroves et autres. Est-ce que c'est possible de, de restaurer, de restaurer les écosystèmes déjà peut-être endommagés ou partis? C'est, j'ai eu du mal à comprendre sur ça aussi. Veuillez m'éclairer sur ce point. Merci. Euh, d'accord, merci Abel. Donc, comment répondre à ces questions-là? La première, c'était, tu m'as dit sur les actions qui peuvent être envisagées pour l'atténuation et l'adaptation. Oui. Euh, est-ce que ça te dit l'adaptation et l'atténuation? Si c'est clair pour ces deux points-là, la différence? Ah oui, oui, j'ai bien saisi la différence. D'accord. Donc, comment dirais-je? Les efforts qui peuvent être envisagés pour l'atténuation et l'adaptation, comme j'ai dit, je voulais les citer, mais ils font l'objet des prochaines présentations, comme j'ai mentionné pour la pollution, pour les mangroves, c'est les écosystèmes marins ou bien les solutions fondées sur la nature.
Je vais pas entrer dans ce détail, ça, c'est ça par rapport à la deuxième question. Je vais pas entrer dans ces détails-là parce que vous allez voir ça pour la présentation des écosystèmes marins. Mais Ouais, la première des choses qui doit être faite, c'est toujours l'atténuation des gaz à effet de serre. Parce que je te donne l'exemple, par exemple, des coraux, par exemple. Il y a le ouais, problème de il y a un autre qui est levé la main. Donc, pour les coraux, il y a le problème des coraux. Donc, ouais, c'est à cause de l'élévation de la température. Normalement, les coraux, ce sont pas des plantes, ce sont des espèces qui vivent en symbiose. C'est-à-dire qu'ils forment une association biologique entre les polypes et des algues qui s'appellent les zooxanthelles. Vous allez voir ça, je pense, les écosystèmes. Le problème, c'est que ouais, avec l'élévation de la température, on aura ces polypes-là, ils vont expulser les algues. Donc, ils vont plus ouais, supporter ces températures élevées. Comme ça, c'est ce qu'on appelle le blanchissement des coraux. C'est à cause de la ouais, température. Il y a également l'acidification. Et c'est à cause de l'acidification et de la raréfaction des ions, les coraux ou bien les organismes qui sécrètent une squelette calcaire, ils sont plus capables de produire ce squelette-là. Vraiment, ça commence par l'atténuation. Parce que l'écosystème naturel, il est déjà là. Il est en équilibre. Mais qui détruit oui, cet équilibre-là, c'est l'être humain. Comme je dis, soyons pas des climato-sceptiques parce qu'il y a des gens qui se défendent par notamment la théorie astronomique du changement climatique. On connaît bien que la Terre, dans son cycle normal, a des périodes interglaciaires, ça c'est évident. On ne va pas rentrer dans ces détails-là du mouvement de la Terre, mais c'est pas ça, c'est pas normal. C'est l'être humain qui cause le dérèglement climatique. Donc, comme j'ai dit, ça commence par l'atténuation pour sauver ces écosystèmes. Mais ouais, le deuxième point, c'est l'adaptation. Comme j'ai dit, le changement climatique, il est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit essayer de restaurer ces écosystèmes. Comment mm, et pourquoi, ça va être dans le module. Mais l'objectif, c'est de encore renforcer la résilience climatique parce que ces écosystèmes-là, ils jouent le rôle de structures de défense naturelles. Pour les structures de défense construites, on peut parler des digues et des épis ou bien des brise-lames, mais ça c'est naturellement dans la nature. On parle des mangroves et des coraux. Donc, ouais, euh, c'est un peu ça. Donc, je te laisse le soin de découvrir les détails dans la présentation sur ouais. l'écosystème. Ça, c'est par Oui, rapport à la deuxième question. Pour la première, tu m'as dit pour la pêche. J'ai pas compris ta oui, oui, question sur la pêche. oui. Pour la première question, j'ai parlé de la pêche ou des actions à mener, bien que nos pays, par exemple, vous avez parlé du Maroc parce que vous êtes sur les côtes de l'océan Atlantique de la. Et moi, je parle depuis le Burundi, le pays qui n'est pas un pays côtier même, mais du côté, comme c'est bien dit, il y a le lac Tanganyika, le lac où la pêche n'est pas réglementée, là où les déchets et quoi tout consort ne, n'est en aucun point réglementé. Alors, quel est mon rôle pour le moment afin de limiter, bien que nous avons bien saisi que avec ces substances humaines, biologiques, chimiques qui se jettent dans les eaux, automatiquement traversent jusqu'aux océans ou à la mer. Quel est mon rôle pour le moment? Mais Bien que, Abdel, ouais, Abdel, s'il te plaît, tu peux me laisser la main pour lui apporter quelques éléments de réponse pour qu'on avance un peu rapidement. D'accord, vas-y. Ok, ce que je voulais dire à mon ami Abdel, déjà félicitations parce que tu t'es fait remarquer positivement à toutes les séances, c'est à saluer. Déjà, il faut comprendre que les questions environnementales ne doivent pas être vues, ne doivent pas être prises en compte sur un point de vue local. Ce sont des questions qui doivent être prises en compte sur le point de vue global. Ça veut dire que vous avez participé tout à l'heure à la diplomatie internationale sur le changement climatique et les océans. Il y a un certain arsenal juridique qui a été... vous me suivez?
il y a un certain arsenal juridique qui a été mis en place par l'ensemble des pays du monde. Et c'est donc chaque pays qui va donc ratifier ces accords-là et qui va les peaufiner à l'échelle locale. Et à l'échelle locale, maintenant, on aura un ensemble d'actions dans plusieurs pays. Et ces ensembles d'actions-là donc, vont donner une réponse globale. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les questions climatiques. Et maintenant, en ce qui concerne la deuxième question, la première question que tu as posée, que quel est ton rôle? C'est pour ça que nous organisons cette cohorte pour pouvoir vous donner les outils pour être des ambassadeurs de l'océan. Si vous êtes dans un pays ayant une côte, si vous êtes dans un pays n'ayant pas une côte, vous pouvez adapter cette cohorte-là dans votre contexte en faisant des campagnes de sensibilisation, en parlant à votre communauté, etc., etc. Donc, à votre niveau, vous pouvez juste vous lancer dans la sensibilisation et interpeller, pourquoi pas, vos communautés, interpeller les politiques dans vos différents pays afin que, voilà, des mesures ou un cadre juridique puisse être instauré dans